Les podcasts du Figaro. Avez-vous déjà affronté quelque chose qui vous faisait peur ? C'est sans doute là que réside le véritable courage. Les grands alpinistes connaissent ce sentiment. Depuis la terrasse d'un hôtel du bourg de la Grave, en cet été 1877, les membres distingués du club alpin français se retrouvent pour la belle saison. Aux lunettes, ils observent au loin l'aiguille du Midi, plus connue sous son nom occitan, les locaux disent la Meije. Tous se posent une même question. Qui aura ce satané grand pic, haut de 3983 mètres ? Plus de 20 tentatives ont déjà échoué. Le grand Edward Whymper lui-même s'est découragé et l'a déclaré inaccessible. Les pentes de cette montagne ne sont même pas verticales, c'est bien pire. Elles sont irrégulières, dangereusement affaissées, avec un à-pic vertigineux au nord et sur le versant sud, une pente plate, comme une guillotine. Parmi ces gentlemen réunis cet été-là, le jeune Emmanuel Boileau de Castelnau. Il a à peine 20 ans. Son regard est fixé sur la Meije. Il veut vaincre ce sommet. Sa confiance et son âge l'ont amené à jurer de réussir. Au fil des siècles, les pics, aiguilles, pointes et dômes qui composent les sommets des Alpes ont été apprivoisés par de nombreux alpinistes, dans des ascensions parfois tragiques, toujours glorieuses. Dans cette série de podcasts, Le Figaro retrace les grandes ascensions qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme, de la performance sportive jusqu'à la conquête des plus hautes montagnes. La conquête des Alpes, une série originale du Figaro. Épisode 5, La Meije, une triple alliance pour 3 sommets. Emmanuel Boileau de Castelnau a pour lui sa confiance et son jeune âge. En cette année 1877, il a enchaîné les premières voies sur d'autres sommets dans le massif des Écrins. Il se prépare avec Pierre Gaspard, chasseur de chamois de Saint-Christophe-en-Oisans. C'est le pionnier Henri Duhamel qui lui a recommandé ce montagnard. Ce n'est pas leur première tentative. 2 ans auparavant, ils étaient parvenus à quelques encablures du sommet par la face sud. Mais la grande paroi lisse, seul chemin possible vers le pic, avait effrayé les 2 hommes. Ils avaient fait demi-tour, à contre-cœur et frustrés. Le 4 août, les 2 compagnons se lancent à nouveau à l'assaut de la Meije. Mais cette fois, ils sont 3. Pierre Gaspard emmène avec lui son fils. Les 3 hommes alternent entre eux les crêtes et les dièdres et se retrouvent à nouveau devant ce grand carreau si redouté dans la vallée. Apparemment, vierge de prise. Le jeune Boileau envisage de s'y aventurer seul et finit par persuader Gaspard de le suivre, peut-être à coup de bluff. Nous monterons, puisque vous le voulez. Mais nous ne descendrons plus, augure le montagnard expérimenté. C'est toutefois lui qui trouve la parade. À quoi bon garder les chaussures dont les clous dérapent dangereusement sur la pierre ? La cordée finit par rejoindre l'autre rive en chaussettes. En escaladant comme sur une vitre fine, la dalle est vaincue en moins d'une demi-heure. Mais la journée est désormais trop avancée. Le ciel commence à se couvrir. Pour redescendre, Gaspard noue une corde au sommet de la dalle et la laisse dans le but de faciliter le prochain essai. Cette tentative infructueuse s'avère une reconnaissance décisive. C'est certain, à présent, ils reviendront pour vaincre ce sommet. Mais entre-temps, les nuages encombrent la vallée. Il leur faut attendre plus de 10 jours que le ciel se dégage. Alors on patiente,
en donnant le change aux concurrents. Gaspard et Castelnau préparent des cartouches pour soi-disant partir à la chasse aux chamois. On ajoute discrètement un troisième guide à l'équipe, Jean-Baptiste Rodier. Il permettra de renforcer la cordée et d'emporter plus de vivres. Le 15 août, le jeune Emmanuel Boileau de Castelnau, les Gaspard, père et fils, et le guide Rodier reprennent la route du sommet à 23h. Le chemin est connu. Les 4 hommes s'arrêtent vers 2h du matin au refuge du Châtellerault pour dormir un peu. À peine 2h20 plus tard, la cordée reprend son ascension. Il n'y a pas de temps à perdre. Les hommes s'élancent à nouveau vers la fameuse dalle précédant le sommet. Cette fois, tout se passe à peu près bien, grâce à l'astuce des chaussettes et aux cordes déjà en place. Mais le guide Rodier est épuisé. Il n'en peut plus, il décide de s'arrêter. Au-dessus des nuages, le soleil est bientôt au zénith. Pour les 3 hommes restants, la progression continue sur le grand glacier, que l'on appelle Carré, avec sa pente inclinée à 45 degrés. Dans la dernière étape, à 6 mètres du sommet, un raidillon n'offre à nouveau aucune aspérité à laquelle s'accrocher. Aller plus loin semble impossible. Les chutes s'enchaînent au bord du vide. Le père Gaspard propose de contourner l'obstacle, non pas par le côté sud, a priori rassurant et ensoleillé, mais cette fois par la face nord, plus froide, plus sombre. Peu à peu, un chemin, une vire s'ouvre devant les pas du fils Gaspard qui mène la cordée. Il faut encore 2 heures d'ombre et d'effort. Des larmes de peur coulent sur le visage du jeune premier de cordée. Et c'est là, seulement, que sa majesté, comme on la surnomme dans la vallée, rend les armes. Les 3 hommes retrouvent enfin la lumière, au sommet du grand pic, baigné de soleil. À presque 4000 mètres d'altitude, les grimpeurs aperçoivent la Grave entre les nuages, un peu plus au nord, l'aiguille du Midi, la Meige est vaincue. Ce ne seront pas des guides étrangers qui arriveront les premiers. Le vieux Gaspard exulte. Lui et son fils marquent leur exploit en construisant 2 cairns visibles de loin. Ces pyramides de pierre que les hommes laissent respectueusement sur le flanc des montagnes. Ces cairns sont aussi un signal pour tout le pays d'Oisans, notamment aux concurrents de la prestigieuse compagnie des guides de Chamonix. Le sommet a été vaincu. Malgré tout, le temps presse. Il faut bivouaquer dans les hauteurs et affronter le vent gelé qui les force à retirer la glace de leur habit au couteau. Il leur faudra le lendemain rejoindre le Châtellerault pour un ultime déjeuner d'expédition. Mais leur légende est faite. Les 3 hommes sont venus au bout et revenus vivants du dernier pic, encore invaincu, de la Meige. Désormais conquise, cette montagne continuera pourtant à attirer les alpinistes. En 1885, 7 ans après l'exploit des Gaspard et de Castelnau, un autre trio d'alpinistes traversera les 3 sommets à la suite. Puis en 1891, une autre cordée fera le même chemin encore, mais cette fois dans l'autre sens. Le tracé est somptueux, la vue aussi. L'aiguille du Midi, dite la Meige, s'installe comme l'une des plus belles courses des Alpes. Une fois la peur maîtrisée, les limites s'envolent. Le jeune Emmanuel Boileau de Castelnau délaissera quelques années plus tard l'alpinisme pour la course automobile. Il participera en 1899
au premier Tour de France automobile et finira 5e. Gaspard Père, lui, prendra pour l'éternité le nom du sommet qu'il a vaincu. Il sera surnommé Gaspard de la Meije, mais continuera à grimper avec ses clients jusqu'à ses 80 ans. Avec le temps, l'accès au pic du Midi est facilité. Un immense téléphérique, construit en 1976, emmène les skieurs presque à la fin de l'arête du pic. Téléphérique auquel on ajoute, quelques années plus tard, un téléski pour pouvoir monter jusqu'à 3550 mètres. Mais les cimes gardent leur attrait et leurs sensations. La course des 3 pics reste populaire, même si des éboulements réguliers menacent les alpinistes et modifient régulièrement le parcours. Le 27 juillet 2020, le champion français Benjamin Védrine, originaire de la région, fait la traversée des 3 pics depuis l'église de la Grave en 4h38 seulement, au lieu des 2 à 3 jours habituels. Qu'en dirait le courageux guide Gaspard ? On ne le saura jamais. Mais sans doute serait-il fier que les records de la Meije demeurent au pays. Bonjour Luc-Antoine Lenoir. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro hors-série et Histoire. C'est vous l'auteur de l'article dont est tiré ce récit à l'origine. Alors on l'a déjà un peu décrit dans le récit, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur Emmanuel Boileau de Castelnau ? Pourquoi un tel entêtement à gravir la Meije ? Alors en fait c'était un jeune homme de Montpellier qui s'était pris de passion pour la montagne très tôt, dès l'âge de 12-13 ans, dans les Pyrénées. Il avait grimpé l'Aneto, qui est le sommet des Pyrénées, et il avait ensuite voué sa jeunesse à l'alpinisme, notamment en se liant avec quelqu'un qui est Henri Duhamel du Club alpin français, qui était un type beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus âgé, et Duhamel rêvait de la Meije, mais avait fini par renoncer. Donc Castelnau avait reçu un peu cette frustration en héritage de son ami Duhamel, et il n'avait pas eu à la créer lui-même après des années et des années d'expérience. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il va vaincre la Meije et il arrête l'alpinisme 1 ou 2 saisons après cette victoire, en 79, alors qu'il a 22 ans. Oui, il a vaincu le sommet, et puis une fois que ça a été fait, voilà, il pouvait passer à autre chose. C'était un compétiteur au fond. Exactement, c'était un compétiteur, mais l'époque était aussi à l'automobile, donc il est allé là-dedans. Il y a aussi le service militaire qui lui a pris quelques temps, donc voilà, l'alpinisme était déjà derrière lui. Alors selon vous, Luc-Antoine, qu'est-ce qui fait que cette cordée, en 1877, est parvenue à vaincre la Meije ? Parce que c'était très loin d'être la première tentative. Oui, mais alors est-ce qu'on comprend vraiment toutes les raisons d'un succès, surtout en alpinisme ? Il y a la météo, il y a la motivation, etc. Moi, ce que je crois que c'est un peu délicat parce qu'il y a des cordées mythiques de gens au départ inconnus et il y a des échecs d'alpinistes chevronnés qui se mettent ensemble mais qui n'arrivent pas à travailler ensemble. Même si c'est rare, il y en a. Donc je dirais que ce qui apparaît comme déterminant ici, c'est la résolution du jeune Castelnau qui veut vaincre cette montagne, notamment pour le club alpin et pour Duhamel. Oui, à un moment, il dit même « je vais y aller tout seul, c'est pas grave, tant voilà, pis, exactement. Alors ça, c'est un peu un bluff parce qu'il essaye de convaincre aussi Gaspard Père, donc son guide, d'y aller. Mais donc il y a donc cette résolution, l'ingéniosité de Gaspard, qui est un local qui connaît très bien la montagne et les techniques. Et puis il y a aussi, il faut le dire, ça a été souvent oublié dans l'histoire de cette ascension, le courage physique de Gaspard fils, qui a aussi fait partie de la cordée et qui a été sur la dernière vire avant le sommet. Donc voilà, et puis aussi il faut ajouter la concurrence de plus en plus pressante des étrangers, des guides de Chamonix, donc c'est pour ça qu'il fallait gagner là, maintenant, tout de suite. Est-ce que la Meije, l'aiguille du Midi, est encore aujourd'hui un objet de fascination pour les alpinistes ? Oui, bien sûr. C'est un mythe des Alpes et ça le reste. Malgré le téléphérique, malgré tout ce qui s'est construit autour ? Oui, parce que c'est quand même très symbolique du fond de la vallée. Vous voyez très bien ces 3 sommets, ces 3 grands pics, dont celui qu'on appelle le doigt de Dieu. Et donc, il y a quelque chose de très attirant là-dedans. Donc, vraiment, les alpinistes n'ont jamais oublié cette montagne. Les guides continuent à la Grave d'emmener des alpinistes alors qu'ils sont en assez bonnes conditions physiques et qui ont de l'expérience.
et qui s'offre du coup un parcours aérien assez magnifique avec des vues et des surplombs vertigineux dans une ascension qui se fait toute l'année, qui comporte plusieurs dizaines de voies qui ont été ouvertes depuis, dont des directissimes, c'est-à-dire des voies ultra courtes mais très difficiles, d'autres voies un petit peu plus tranquilles, etc. Donc c'est une montagne encore très utilisée et très grimpée. En parlant d'ascension, en 2020, on l'a dit, Benjamin Védrine a réalisé la traversée complète des 3 pics en 4h38 seulement, aller et retour. Castelnau, il l'avait fait en 3 jours à l'époque. Ma question est simple, comment une telle différence est possible ? Eh bien, je me pose la question, je ne pense pas que ce soit une question de courage ou de valeur, mais ça exprime toute l'énorme différence de perception de la montagne, en plus des progrès technologiques entre ces années-là et notre époque. Il fallait vaincre à l'époque. Maintenant, tout est dans la manière de vaincre. Et même si Castelnau et Gaspard avaient une bonne condition physique, Castelnau était très jeune, Gaspard était très expérimenté, je pense qu'ils n'avaient pas forcément l'entraînement d'un alpiniste comme Védrine, parce qu'aujourd'hui, en fait, on se spécialise dans une épreuve et on devient un monstre d'efficacité sur cette épreuve. Donc je pense que c'est tout un ensemble de choses en plus du progrès technologique, comme je l'ai dit. Mais ce qui est amusant, c'est que je pense qu'à un siècle d'écart, et malgré ces différences, ces alpinistes se respectent les uns les autres. Eh bien, merci beaucoup, Luc-Antoine Lenoir. Votre article à l'origine de ce récit s'appelle « La Meige, une triple alliance pour 3 sommets » et il est à lire en intégralité sur lefigaro.fr. À la conquête des Alpes est une série originale du Figaro sur une idée de Mayol Aldebert, racontée par Alban Barthélemy, coordination Aude Cérès, réalisation Chloé Vibo, post-production Léo Westphal. Retrouvez les grands récits de la conquête des Alpes du XVe siècle à nos jours sur lefigaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. À très vite.